5. Étape suivante, félicitez-vous. Les critiques sapent le moral et les louanges le remontent. Reconnaissez votre pouvoir, votre soi divin. Nous sommes tous des expressions de l'intelligence infinie. En vous critiquant, vous dénigrez le pouvoir qui vous a créé. Commencez petit. Dites-vous que vous êtes fantastique. Si vous le faites une fois et que vous arrêtez, cela ne marchera pas. Continuez même pendant 1 minute d'affilée. Croyez-moi, cela devient de plus en plus facile. La prochaine fois que vous ferez quelque chose de nouveau ou de différent, ou que vous vous lancerez dans un apprentissage quelconque pour lequel vous n'êtes pas encore bien sûr de vous, soyez là pour vous-même. Pour moi, parler pour la première fois à mon école fut un événement considérable. Je m'en souviens parfaitement. C'était un vendredi à midi. Les gens écrivaient leurs questions et les mettaient dans un panier à mon attention. J'ai emporté le panier sur l'estrade, ai répondu aux questions et ai ajouté quelques conseils après chacune. Quand j'eus terminé, je suis descendue de l'estrade en songeant. « Louise, tu as été fantastique, étant donné que c'était la première fois pour toi. Quand tu auras fait cela 5 ou 6 fois, tu seras une vraie professionnelle. » Je ne me suis pas critiquée du style « Oh, tu as oublié de dire ci ou ça ». Non, je pouvais être certaine de perdre mes moyens lors de ma prochaine apparition en public. Si je m'étais dépréciée la première fois, j'aurais fait de même la seconde et j'aurais fini par ne plus oser du tout prendre la parole devant une assemblée. 2 heures plus tard, je commençais à penser à ce que je pourrais modifier pour m'améliorer. À aucun moment, je n'ai critiqué ce que j'avais fait. J'étais au contraire attentive à me féliciter de ma superbe prestation. Après ma 6e conférence, j'étais devenue une professionnelle. Nous pouvons appliquer cette méthode à tous les domaines de notre existence. J'ai continué à parler dans ces réunions pendant quelques temps encore. Elles m'ont offert un merveilleux terrain d'apprentissage. Autorisez-vous à accepter ce qui est bon pour vous, que vous pensiez le mériter ou non. J'ai déjà parlé de cette résistance à reconnaître notre propre mérite, qui est en fait un refus d'accepter le bien dans notre vie. C'est ce qui nous empêche d'obtenir ce que nous souhaitons. Comment pourrions-nous nous adresser le moindre éloge quand nous pensons être indignes de ce qui est bon pour nous ? Pensez aux lois du mérite. Que vous subissiez dans votre famille, vous sentiez-vous assez intelligent, assez grand, assez beau, que sais-je encore ? Et quel est le but de votre existence ? Vous savez bien que vous êtes ici pour une raison précise, et ce n'est sûrement pas pour acheter une voiture neuve tous les 4 ou 5 ans. Qu'êtes-vous prêt à faire pour vous réaliser ? Êtes-vous disposé à formuler des affirmations, à faire des visualisations, à suivre un régime ? Êtes-vous prêt à pardonner, à méditer ? Quel effort êtes-vous prêt à fournir pour changer votre existence et la refaçonner telle que vous souhaitez ? 6. S'aimer soi-même signifie être un soutien pour soi-même. Faites appel à vos amis et laissez-les vous guider. C'est faire preuve de force que de demander de l'aide quand on en a besoin. Tant de gens n'ont appris à ne compter que sur eux-mêmes. Vous ne pouvez pas demander de l'aide parce que votre ego vous l'interdit. Au lieu de vous acharner à vous débrouiller seul et de vous mettre en colère quand vous n'y parvenez pas, la prochaine fois, essayez de demander de l'aide. On trouve des groupes de soutien partout. Si aucun ne vous convient, vous pouvez parfaitement organiser le vôtre. Ce n'est pas la montagne que vous pensez. Rassemblez 2 ou 3 amis qui ont des problèmes similaires aux vôtres et établissez quelques lignes directives. Si vous le faites avec amour, votre petit groupe grandira. Les gens viendront à vous comme attirés par un aimant. Ne vous souciez pas de le voir devenir trop important pour votre petit salon ou votre sous-sol. L'univers veille toujours à vous procurer ce dont vous avez besoin.
Si vous ne savez pas comment vous y prendre, adressez-vous à mon bureau et nous vous enverrons des conseils pour diriger votre groupe. Chacun peut être là pour l'autre. J'ai commencé des réunions dans mon salon avec 6 hommes atteints du sida. Nous ignorions comment nous allions aborder cette situation difficile. Je leur ai dit que nous n'allions sûrement pas rester assis à jouer à « c'est affreux, n'est-ce pas ?» parce que nous connaissions déjà le refrain. Nous avons donc fait de notre mieux, dans un registre positif, pour nous soutenir les uns les autres. Nous continuons à nous rencontrer aujourd'hui et environ 200 personnes viennent nous rejoindre le mercredi. C'est un groupe extraordinaire pour les malades du sida et chacun y est le bienvenu. Les gens viennent de tous les pays pour voir comment il fonctionne et parce qu'ils se sentent soutenus. Ce n'est pas moi seulement, c'est le groupe. Chacun contribue à le rendre efficace. Nous méditons et pratiquons la visualisation. Nous diffusons et partageons les informations sur les médecins parallèles et les dernières méthodes médicales. Des participants peuvent s'allonger sur les tables d'énergie au fond de la pièce et d'autres pratiquer sur eux l'imposition des mains et prier. Nous avons des membres à qui ils peuvent parler. À la fin de la réunion, nous chantons et nous nous étreignons. Le but est que chacun reparte plus heureux qu'il n'est arrivé. Parfois, certains repartent avec un tel moral que l'effet peut s'en faire ressentir sur plusieurs jours. Les groupes de soutien sont devenus une nouvelle expression sociale et sont des instruments très efficaces pour cette époque complexe. Nombreux d'entre eux sont signalés dans les magazines et journaux Nouvel Âge. Le système de réseau est très important. Il stimule et incite chacun à se mobiliser un peu plus. Je conseille aux gens qui ont des idées similaires de se rassembler d'une façon régulière. Quand des personnes travaillent ensemble sur un objectif commun, elles apportent leur douleur, leur confusion, leur colère et bien d'autres choses encore, et se rencontrent non pour se plaindre, mais pour trouver un moyen de dépasser ce stade et de le transcender et de grandir. Si vous êtes très déterminé, très discipliné et très spirituel, vous pouvez accomplir un gros travail sur vous-même et par vous-même. Quand vous faites la même chose avec un groupe, vous pouvez effectuer des sauts quantiques car chacun enseigne à l'autre. Toute personne du groupe est un enseignant. Aussi, quand vous avez des problèmes à résoudre, je vous conseille dans la mesure du possible de vous joindre à un groupe où vous pourrez trouver ensemble des solutions. 7. Aimez votre négativité. Elle fait partie de votre création, tout comme nous faisons partie de la création. L'intelligence qui nous a créés ne nous hait pas si nous commettons des erreurs ou nous mettons en colère contre nos enfants. Cette intelligence sait que nous faisons de notre mieux et aime toute sa création, comme nous pouvons aimer la nôtre. Vous et moi faisons tous des choix négatifs, et si nous persistons à nous punir pour cela, nous créons à la longue un schéma. Il nous sera ensuite difficile de nous en libérer, afin d'adopter une attitude plus positive. Si vous répétez sans cesse « je déteste mon travail, je déteste ma maison », je déteste ma maladie, je déteste cette relation, je déteste ceci, je déteste cela. N'espérez pas trop voir les choses se manifester dans votre existence. Quelle que soit la situation négative dans laquelle vous vous trouvez, elle a sa raison d'être. Sinon, elle ne se serait pas présentée à vous. Le docteur, auteur de « Aimez votre maladie », dit qu'on ne doit jamais reprocher aux patients leurs multiples opérations ou maladies. En fait, les patients peuvent se féliciter d'avoir trouvé une façon de satisfaire leurs besoins. Comprenons que, quel que soit notre problème, nous l'avons créé afin de pouvoir affronter certaines situations. Une fois que nous en aurons pris conscience, nous trouverons une manière positive de combler nos désirs.
Parfois, les personnes atteintes de cancer ou autres maladies graves ont un tel mal à dire non aux représentants de l'autorité dans leur existence que, à un niveau inconscient, elles créent un grand mal-être qui exprimera ce non à leur place. J'ai connu une femme qui, en prenant conscience que sa maladie n'était qu'une façon de se soustraire aux exigences de son père, décida, pour la première fois, de se mettre à vivre pour elle-même. Elle commença à lui dire non. Et bien que ce fût difficile pour elle au départ, elle persista à tenir ses positions et fut ravie de découvrir qu'elle se rétablissait. Quels que soient nos schémas négatifs, nous pouvons apprendre à aller au-devant de nos besoins de façon plus positive. C'est pourquoi il est si important de vous poser la question: quel est le bénéfice de cette expérience? Quel en est l'aspect positif pour moi? Nous n'aimons pas répondre à cette question. Cependant, si nous regardons vraiment en nous, avec honnêteté, nous trouverons la réponse. Peut-être sera-t-elle du type: c'est la seule manière d'obtenir l'attention de mon conjoint. Lorsque vous avez compris cela, vous pouvez chercher d'autres façons positives d'atteindre cet objectif. L'humour est un outil précieux. Il nous aide à nous détendre et à nous abandonner en période de crise. Une intervenante vient parfois nous rendre visite. Nous l'appelons la rieuse. Son rire est contagieux et nul n'y résiste. Nous ne pouvons pas toujours nous prendre au sérieux et le rire est un puissant remède. Si votre morale est au plus bas, je vous conseille aussi de regarder ce vieux films tels que ceux de Laurel et Hardy, par exemple. Lorsque je donnais des consultations privées, je m'arrangeais pour faire en sorte que les gens commencent à rire de leurs problèmes. Quand on peut considérer sa vie comme une pièce de théâtre où se succèdent comédie, vaudeville et drame, on commence à avoir une optique nouvelle qui ouvre la voie de la guérison. L'humour nous permet de nous retirer de la situation et de la considérer selon une perspective plus large. 8. Prenez soin de votre corps. Considérez-le comme une maison superbe dans laquelle vous vivez pour un temps. Vous prendriez soin de cette maison, n'est-ce pas? Alors, faites attention à ce que vous mettez dans votre organisme. La drogue et l'alcool sont deux des moyens de fuite les plus répandus. Si vous êtes toxicomane, vous n'êtes pas pour autant mauvais. Cela signifie simplement que vous n'avez pas trouvé de manière plus positive de combler vos besoins. Les drogues vous aguichent. Viens jouer avec moi et je te promets de bons moments. C'est vrai, elles peuvent vous procurer de merveilleuses sensations. Toutefois, elles altèrent tellement votre réalité que même si vous ne vous en rendez pas compte au départ, vous devrez payer très cher ces instants de bonheur factices. Au bout de quelque temps, votre santé est très atteinte et vous êtes presque en permanence dans un état lamentable. Les drogues affectent le système immunitaire, ce qui peut conduire à de multiples troubles pathologiques. Après un usage prolongé, vous pouvez également développer une accoutumance. Vous commencez alors à vous demander ce qui vous a incité à prendre cette drogue au départ. La pression de l'entourage a pu vous pousser à goûter à ce fruit défendu. Mais de là à en faire une consommation régulière et prolongée, c'est une autre histoire. Je n'ai encore jamais rencontré de drogués qui s'aiment vraiment. Nous avons recours aux drogues et à l'alcool pour fuir nos prétendus manquements de l'enfance et, quand leur effet se dissipe, nous nous sentons plus mal que jamais. Alors nous éprouvons en sus le fardeau de la culpabilité. Nous devons savoir que nous ne craignons rien à ressentir nos émotions et à les reconnaître. Les émotions passent, elles ne restent pas. Se gaver de nourriture est une autre façon de se soustraire à l'amour. On ne peut vivre sans se nourrir car le corps a besoin de carburant pour créer des cellules neuves. Même si nous connaissons les bases d'une bonne nutrition,
Nous utilisons les aliments et les régimes pour nous punir et nous rendre obèses. Depuis plusieurs dizaines d'années, nous suivons ce que j'appelle le grand régime américain, en absorbant toutes sortes de produits artificiels. Nous nous sommes laissés influencer par l'industrie alimentaire et ses slogans publicitaires. On n'enseigne même plus la nutrition dans les écoles de médecine, sauf pour ceux qui se spécialisent dans cette branche. Ce que nous appelons la médecine conventionnelle de nos jours se focalise principalement sur la pharmacologie et la chirurgie. Aussi, si nous souhaitons réellement nous renseigner sur la nutrition, nous devons nous débrouiller seuls. C'est un acte d'amour envers nous-mêmes que de prendre conscience de notre alimentation et de ses répercussions sur notre organisme. Si 1 heure après le déjeuner, vous avez envie de dormir, réfléchissez à votre repas. Vous avez peut-être mangé quelque chose qui ne convient pas à votre organisme en ce moment. Commencez à noter ce qui vous donne de l'énergie et ce qui vous abat. Vous pouvez procéder par tâtonnement ou bien trouver un bon diététicien qui répondra à vos questions. Rappelez-vous que ce qui est bon pour vous ne l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre. Nos organismes réagissent différemment. Les régimes macrobiotiques font merveille chez beaucoup de monde. Ce sont des concepts radicalement opposés et pourtant les deux atteignent leur but. Il n'y a pas de corps semblable. Aussi, ne peut-on prétendre qu'une seule méthode marche. Vous devez trouver celle qui vous convient le mieux. Trouvez un exercice qui vous plaît, amusant à faire. Créez une attitude mentale positive quant à cet exercice. Souvent, les obstacles que vous créez dans votre organisme résultent de ce que les autres vous font avaler. Une fois encore, si vous voulez changer, vous devez vous pardonner et arrêter d'engranger la colère et la rancœur dans votre organisme. Associer des affirmations avec votre exercice est une façon de reprogrammer les concepts négatifs quant à votre corps et son allure. Nous vivons une époque où les nouvelles technologies dans le domaine de la santé se multiplient. Et nous apprenons par exemple à associer d'anciennes sciences de guérison telles que la médecine à des techniques à base de son. Le son peut stimuler nos ondes cérébrales et accélérer les processus d'apprentissage et de guérison. Des recherches ont montré que l'on peut guérir la maladie en changeant mentalement notre structure d'ADN. Selon moi, d'ici la fin du siècle, nous explorerons des possibilités qui se révéleront profondément bénéfiques pour tous. J'insiste souvent sur l'importance du travail du miroir. Pour trouver l'origine d'un problème qui nous empêche de nous aimer, il existe plusieurs façons de pratiquer ce travail. J'aime quant à moi me regarder au saut du lit le matin et dire « Je t'aime ». Que puis-je faire pour toi aujourd'hui ? Comment puis-je te rendre heureuse ? Écoutez votre voix intérieure avec l'intention de suivre ces directives. Vous n'obtiendrez peut-être pas de message tout de suite. Vous êtes tellement habitué à vous critiquer que vous ne savez comment répondre à une pensée d'amour et de douceur. S'il vous arrive une chose désagréable au cours de la journée, placez-vous devant le miroir et dites-vous « Je t'aime tout de même ». Les événements vont et viennent, mais votre amour pour vous-même est constant et reste votre plus belle qualité. S'il vous arrive une chose merveilleuse, allez devant le miroir et remerciez-vous. Reconnaissez que vous êtes le créateur de cette expérience. Vous pouvez également pardonner devant le miroir. Vous pardonnez et pardonnez aux autres. Vous pouvez parler à d'autres personnes, surtout quand vous redoutez de vous adresser directement à elles. Vous pouvez régler de vieux litiges avec des parents, patrons, enfants, amants. Vous pouvez dire tout ce que vous n'oseriez pas dire autrement, mais n'oubliez pas de finir en leur demandant leur amour et leur approbation, car c'est ce que vous souhaitez réellement.
Les personnes qui rencontrent des difficultés à s'aimer sont presque toujours celles qui répugnent à pardonner, car le refus de pardonner ferme cette porte particulière. Quand nous pardonnons et lâchons prise, non seulement nous nous sentons les épaules beaucoup plus légères, mais la porte donnant sur l'amour de soi s'ouvre. Les gens disent « Ah, je suis libérée d'un tel fardeau !» Oui, bien sûr, car ils ont porté ce poids si longtemps. Le pardon à la fois de soi-même et de ses parents, associé à l'élimination des offenses et blessures du passé, guérit plus de maladies que n'importe quel antibiotique. Il faut beaucoup pour qu'un enfant cesse d'aimer ses parents. Mais une fois que l'amour n'est plus là, il faut encore plus pour que l'enfant pardonne. Quand on ne pardonne pas, quand on ne lâche pas prise, on s'enchaîne au passé. Et une fois enchaîné au passé, on ne peut vivre dans le présent. Et si on ne peut vivre dans le présent, comment pourra-t-on jamais créer un bel avenir ? Les vieux déchets du passé ne peuvent que créer davantage de déchets pour l'avenir. Les affirmations formulées devant un miroir ont l'avantage de vous aider à découvrir la vérité de votre existence. Quand vous prononcez une affirmation et que vous surprenez immédiatement une réponse négative du type « Tu plaisantes ? Ce n'est pas vrai, tu ne mérites pas cela ». Vous venez de recevoir un cadeau très utile. Vous ne pourrez effectuer les changements souhaités à moins d'être prêt à voir ce qui vous en empêche. La réponse négative que vous venez de percevoir est comme un cadeau, car elle devient la clé de la liberté. Renversez cette réponse négative en affirmation positive. Je mérite désormais tout le bien. Je permets aux bonnes expériences de remplir ma vie. Répétez cette nouvelle affirmation jusqu'à ce qu'elle fasse partie de votre existence. J'ai aussi vu des familles entières se transformer quand un seul de ses membres pratique l'affirmation. Beaucoup de participants des réunions viennent de familles désunies où personne ne leur parle. Ils sont comme des étrangers les uns les autres. Je leur fais répéter les affirmations suivantes. J'entretiens une communication merveilleuse, pleine d'amour, chaleureuse, ouverte, avec chaque membre de ma famille, y compris ma mère, ou la personne avec qui ils se heurtent particulièrement. Je leur suggère à chaque fois que cette personne ou la famille se présente à l'esprit de se placer devant le miroir et de répéter cette affirmation, encore et encore. Il est étonnant de voir les parents venir d'eux-mêmes aux réunions 3, 6 ou 9 mois plus tard. Enfin, aimez-vous maintenant. 10. N'attendez pas d'être conforme à ce que vous souhaitez être. Le mécontentement de soi est un schéma. Si vous pouvez être satisfait de vous dès aujourd'hui, si vous pouvez vous aimer, vous approuver, quand ce qui est bon pour vous se manifestera dans votre vie, vous serez à même de l'apprécier. Une fois que vous aurez appris à vous aimer, vous pourrez commencer à aimer et à accepter les autres. On ne peut pas changer les autres, alors laissez-les tranquilles. On perd beaucoup trop d'énergie à vouloir transformer autrui. Si nous utilisons cette énergie sur nous-mêmes, nous pourrons nous transformer. Et lorsque nous serons différents, les autres se comporteront différemment avec nous. On ne peut apprendre à vivre à la place d'autrui. Chacun doit apprendre sa propre leçon. Contentez-vous d'apprendre pour vous-même et l'amour de soi est la première leçon. Ainsi, vous ne serez pas vulnérable aux attitudes destructrices des autres. Si vous êtes en relation avec une personne réellement négative qui refuse de changer, vous devrez vous aimer assez pour pouvoir sortir de cette relation. À l'occasion de l'une de mes conférences, une femme me confia que son mari était très négatif et qu'elle ne souhaitait pas qu'il exerce une mauvaise influence sur ses 2 enfants en bas âge. Je lui ai suggéré, pour débuter, d'affirmer que son mari était un homme fantastique, qui travaillait sur lui-même pour faire émerger ses merveilles qualités. Je lui ai dit d'affirmer ce qu'elle souhaitait voir se passer et
chaque fois qu'il se montrait négatif, de se répéter silencieusement l'affirmation. Cependant, si la relation persistait à être négative en dépit de ces affirmations, alors la réponse se trouvait peut-être là. Le couple ne pouvait pas s'entendre, tout simplement. En raison du taux croissant de divorce, je pense que les femmes devraient s'interroger avant de mettre un enfant au monde. Suis-je vraiment prête à élever un enfant entièrement seule ? Être un parent seul devient de plus en plus courant, et c'est presque toujours à la femme qu'échoit la responsabilité d'élever des enfants. À une époque, le mariage durait toute la vie. Mais les temps ont changé, et cette éventualité doit être impérativement envisagée. Bien souvent, nous restons dans des relations destructrices qui nous dévalorisent. En clair, cela signifie « je ne suis pas digne d'amour, aussi je reste ici et j'accepte cette situation car je dois la mériter et de toute façon, je suis certaine que personne d'autre ne voudrait de moi. » Je sais que cela paraît sans doute simpliste et que je me répète, mais je reste intimement convaincue que le moyen le plus rapide de régler les conflits, quels qu'ils soient, est de s'aimer. Il est surprenant de constater à quel point les vibrations d'amour que nous émettons attirent à nous des gens aimants. À mon avis, l'amour inconditionnel est l'objectif que nous nous sommes fixés en venant ici. Il commence par l'acceptation et l'amour de soi. Vous n'êtes pas venu pour faire plaisir aux autres, ni pour vivre selon leurs normes. Vous ne pouvez vivre votre existence que selon votre propre norme et marcher sur votre propre chemin. Vous êtes ici pour vous épanouir et exprimer l'amour au niveau le plus profond qui soit. Vous êtes ici pour apprendre, pour grandir, pour recevoir et émettre compassion et compréhension. Quand vous quitterez cette planète, vous n'emporterez ni votre relation, ni votre voiture, ni votre compte en banque, ni votre emploi. La seule chose qui vous suivra est votre aptitude à aimer